Une tête pleine venue d'une poche pleine, la richesse, l'esprit dépasse la richesse matérielle. Seulement on vit dans une époque qui a mis en avant le superficiel. La culture, la littérature, c'est la clé qui ouvre toutes les portes de l'esprit. Y a plein d'auteurs du monde entier qui ont laissé plein de bons écrits. Un esprit cultivé est une forteresse imprenable. L'ignorance, elle est un chapeau de sable. Se cultiver, c'est comme aiguiser son esprit. Plus on le fait, plus il coupe. La plume des quartiers, c'est un cri, une voix pour les sans-voix. Un rendez-vous pour ceux qui rêvent, qui s'élèvent, qui croient en leur choix. Alors, je suis Tiana Bellamy, je suis l'autrice de Yana, orphelin sous silence, qui est actuellement disponible sur Amazon et qui est auto-édité et sera également bientôt disponible sur commande à la Fnac et Cultura et dans d'autres librairies en France à partir de décembre. Donc, Yana, orphelin sous silence, c'est mon premier livre, c'est mon premier roman autobiographique qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il raconte une histoire vraie, la mienne, et celle de ma fratrie. Et donc j'ai grandi dans un contexte très particulier, donc celui de l'adoption internationale. Et derrière l'image parfois idéalisée qu'on a, il y a aussi des réalités beaucoup plus sombres. Et dans mon livre, je parle de la ségrégation familiale, des violences psychologiques et physiques, du racisme au sein même de la famille familiale et surtout du silence des institutions. Donc, parce que tout cela, nous, on l'a vécu, je l'ai vécu sans que personne nous tende réellement la main. Et donc, écrire ce livre, ça a été pour moi une manière de poser des mots sur les blessures longtemps tues. Et ce n'est pas seulement un témoignage personnel, hein. J'ai voulu qu'il serve aussi de miroir à d'autres histoires, à d'autres enfants, à toutes ces voix qui n'ont jamais été entendues. Yana est un livre cru, parfois un peu dur à lire, je l'admets, mais c'est nécessaire parce que j'ai aimé toute ma vérité sans filtre et parce que je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux plus longtemps sur ce genre de réalité. Et c'est aussi un livre de résilience, parce que au-delà de la douleur, il y a aussi la force de continuer, d'exister, de transformer ces blessures en quelque chose qui peut éveiller les consciences. Alors, qui je suis? Je dirais que je suis avant tout une survivante qui a décidé de prendre la plume, en l'occurrence le clavier, et une autrice qui espère sincèrement que son histoire aidera à briser le silence autour des violences faites aux enfants, et en particulier dans les adoptions internationales. Tiana Bellamy, bonjour et bienvenue dans l'émission La Plume des Quartiers. Comment êtes-vous décidé à briser le silence avec ce premier roman ? Ce qui m'a poussée à briser le silence, c'est avant tout le besoin déjà d'être reconnue comme victime, parce que pendant de très longues années, j'ai porté ce poids toute seule, sans jamais pouvoir mettre de mots dessus. Et je porte encore aujourd'hui ce poids seul, hein, faut vraiment qu'on se le dise. Après, grandir dans la peur, dans l'injustice, et devoir sourire comme si de rien n'était, c'est quelque chose qui nous marque à vie en réalité. Donc j'ai grandi dans une famille où l'adoption n'a pas été synonyme d'amour, de protection, mais plutôt de souffrance et de violence en fait, et d'humiliation. Et pourtant, rien ne transparaissait à l'extérieur. Enfin, ça se voyait un petit peu quand j'étais jeune, j'étais très mère, etc. Mais à l'âge adulte, ça se voit plus, voire pas du tout. Et j'étais enfermée dans cette sorte d'omerta où tout devait être caché, où la vérité est étouffée. Cette omerta, c'est vraiment la pire des prisons, hein. On apprend à se taire, à minimiser, à survivre dans le silence. Et j'ai compris aussi à l'âge adulte que l'omerta, c'est aussi rendre la chose non réelle, comme si elle n'avait jamais existé. Et même pour les personnes qui m'ont fait subir les choses. Et je trouve ça très particulier. Et à un moment, je me suis dit que
En tant qu'enfant, je n'avais jamais été écoutée. Il fallait que ce livre existe pour que mon histoire et celle de tant d'autres d'ailleurs soient enfin entendues. Et écrire, c'est dire oui, j'ai été victime et non, je ne me tairai plus jamais. Et il y a aussi cette volonté de rompre avec ce que j'appelle les traumatismes transgénérationnels, parce que le silence et la souffrance se transmettent, en fait. Si on ne met pas la lumière dessus, je ne voulais pas que ce cycle continue. Je voulais vraiment transformer cette douleur en parole libérée, en un témoignage qui peut servir également à d'autres, hein. Et enfin, je l'ai fait parce que je crois profondément en ce genre de récit, que ce genre de récit peut faire bouger les choses. Quand on ose témoigner, quand on met des mots sur l'injustice, cela interpelle, cela bouscule les consciences, ou du moins je l'espère sincèrement. Mon souhait, c'est que Yana contribue à sa manière à une meilleure protection des enfants, et qu'il ouvre aussi un vrai débat de société sur ce que l'on tolère encore aujourd'hui au sein des familles. Donc au fond, ce livre est né de la nécessité vitale de ne plus subir en silence et de transformer une blessure personnelle en une voix collective pour que cela n'arrive plus aux futures générations. Dans votre livre, vous abordez le sujet de l'adoption concernant les parents biologiques et les parents adoptifs venant d'ailleurs. Concernant votre vécu, pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, il est essentiel pour moi de mettre en lumière cette différence de traitement. C'est vrai, parce qu'elle est très souvent passée sous silence, ou du moins, en fait, je pense que les gens n'ont même pas idée que ça existe. Déjà, il faut comprendre que qu'entre un enfant biologique et un enfant adopté, l'amour n'est pas le même. Aussi sincère soit-il, ce n'est pas vécu de la même manière. Quand il y a un lien de sang, il existe une forme d'amour viscéral, instinctif, par la mère et le père biologique, qu'il n'y a pas pour un enfant adopté. Alors que, voilà, justement, un enfant adopté, cet amour devrait se construire, c'est un choix délibéré des parents adoptifs, et c'est un choix qu'il faut tenir dans le temps, dans la constance. Et il arrive qu'il ne soit jamais vraiment assumé, et l'enfant le ressent. Au contraire, il ressent un réel rejet, et même dans les familles où il y a cette forme d'amour, il y a toujours une forme de rejet. Alors, ce qu'on appelle l'adoption transraciale, c'est-à-dire quand un enfant racisé est adopté par des parents blancs, cela signifie que l'enfant est déraciné. On ne prend pas en compte ses origines, sa culture, ni son identité de départ. Et c'est encore plus violent pour l'enfant adopté, qui est plus âgé, par exemple, comme moi j'ai pu le vivre, qui ont déjà vécu plusieurs années dans leur pays natal. On ne leur laisse pas la possibilité de préserver leurs repères. On exige d'eux qu'ils oublient et qu'ils assimilent comme si leur passé, en fait, n'existait pas. Peut-être au début, peut-être un petit peu, mais sur le long terme, leur racine n'existe plus. Et à cela s'ajoute le fait qu'on ne considère pas l'état psychologique de ces enfants, racisés ou non. On ne juge leur comportement qu'en pointant du doigt lorsqu'ils sont comme s'ils étaient des parias, quand ils ont des caractères trop difficiles. Donc au lieu de comprendre que ce sont des enfants blessés, déracinés, qu'ils ont besoin d'attention et de soins, on les pointe du doigt comme des enfants difficiles, des enfants peut-être qui sont dans le rejet, mais ça reste, il ne faut pas l'oublier que ça reste des enfants. Et puis il y a aussi le racisme, alors très souvent insidieux. Ce n'est pas un point du doigt, ah tu es noir, tu es blanc, tu es jaune, etc. C'est un racisme insidieux, mais il est bien réel, qui s'exprime à travers un traitement différent selon la couleur de peau. Dans mon cas, ça s'est matérialisé par une ségrégation au sein même de la famille. Par exemple, notre chambre, elle était dans le grenier, même en tant qu'enfant, on ne pouvait même pas se mettre debout. Des tâches ménagères démesurées, à la limite d'être de l'esclavage moderne. C'était une manière de rappeler en permanence qu'on n'était pas du tout considérés comme les autres enfants.
surtout la seule à l'avoir vécu en tant qu'adoptée racisée. Hein. Et j'ai voulu en parler parce que ce vécu, c'est pas isolé. Donc beaucoup d'adoptés racisés le vivent, mais n'osent pas en parler. Et puis même ont du mal à l'accepter eux-mêmes. Et puis c'est aussi difficile à dire, mais avec une telle éducation, certains enfants adoptés deviennent racistes. Et ça aussi, c'est une réalité. C'est une réalité douloureuse. Et si on continue de la taire, on condamne d'autres enfants à subir les mêmes injustices. Exposer cette différence de traitement est donc une manière de dire, regardez ce qui se passe, regardez ce que certains enfants vivent dans le silence. Et s'il vous plaît, ne fermez plus les yeux sur ça. C'est extrêmement important. Quel regard portez-vous sur les dérives de l'adoption aujourd'hui ?
Quel regard portez-vous sur les dérives de l'adoption aujourd'hui? Ce que j'aimerais que les lecteurs comprennent, c'est qu'une adoption, ce n'est pas seulement une belle histoire de sauvetage d'enfants, c'est aussi une transaction. Et qui dit argent, dit forcément dérive. Et on présente souvent l'adoption comme un acte d'amour, sauf que derrière ça, il existe un vrai marché mondial. Dans certains pays, les dossiers s'achètent, les intermédiaires s'enrichissent, et les familles sont brisées, parce que leurs enfants ont littéralement été vendus. Donc il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome du sauveur blanc, cette idée qu'un enfant venant d'un pays pauvre serait automatiquement sauvé en arrivant dans une famille occidentale. Même quand l'intention est bonne, cela véhicule encore un rapport de supériorité, encore ces traces coloniales, etc. La culture de l'enfant est effacée, son identité est niée. Et dans l'éducation occidentale, il reste souvent des traces de racisme inconscient qui marquent profondément l'enfant. Les conséquences sont lourdes, le déracinement, la perte de repères, sentiment de ne jamais être à sa place. Au lieu de sauver, finalement, on ajoute parfois même des nouvelles blessures qui n'ont pas lieu d'être. Et il y a des chiffres, l'UNICEF estime que 4 enfants adoptés sur 5 dans le monde avaient encore au moins un parent vivant. Ça veut dire que au moment de la mise en adoption de l'enfant, ils n'ont pas fait une enquête entière pour présenter l'enfant au reste de la famille. Or, un enfant adopté ne doit avoir plus aucune famille du tout. Cela veut dire aussi que bien souvent, ce ne sont pas des orphelins. Ce sont des enfants tout simplement arrachés à leur famille. Sans compter les magouilles, les falsifications, le profit des familles analphabètes. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Ma mère ne savait pas lire, elle a signé un papier, on lui a fait croire des choses. Et puis finalement, quand elle est revenue, on n'y était plus. On n'était plus là. Donc c'est pour ça que d'ailleurs la convention de la Haye a été proposée en 1993 et signée en 98 pour encadrer ces procédures. Et malgré ça, dans les années 2000 à 2010, il y a encore eu énormément de dérives dans les adoptions. Les dérives ont continué complètement. Alors, ce que je veux que les lecteurs retiennent, c'est que l'adoption internationale et transraciale n'est pas un conte de fées. C'est une réalité complexe, avec des injustices et des ombres, des falsifications, des trafics. Et si j'ai écrit Yana, c'est aussi pour dire ouvrons les yeux par rapport à ces choses-là. Il faut protéger les enfants, mais également les familles biologiques. Ça détruit plusieurs familles en même temps, et l'enfant et la famille biologique. Yana Bellamy, merci pour ce témoignage émouvant. Quels sont les projets d'écriture que vous avez et que vous aimeriez réaliser par la suite? Alors, après Yana Orphelin sous silence, j'ai envie de continuer quand même à écrire. Bon, j'ai mis 5 ans à écrire le premier. Je pense que cette première expérience va m'aider à écrire plus rapidement, à être plus sereine, à savoir que voilà, c'est possible, etc. D'une autre manière. Après, ce sera pas du tout dans le même registre, ce sera plus un témoignage, ça serait plus psychologique. Je voudrais proposer des ouvrages plus qui va amener à la réflexion, qui puisse aider ceux qui ont traversé des traumatismes très lourds, très difficiles, parce que j'ai moi-même dû traverser et trouver les clés pour survivre et avancer. Et je crois que partager ces outils peut vraiment aider les autres à se relever. Après aussi, j'aimerais ouvrir des pistes de réflexion au travers de la société, sur les blessures humaines, donner à mes lecteurs non seulement un écho aussi à leur douleur, qu'ils se sentent moins seuls, mais aussi des ressources pour transformer cette douleur en force. Et puis après, pour être tout à fait honnête, j'aimerais également un jour que Yana connaisse une adaptation cinématographique. Si c'est le moment de le dire, je le dis.